Thierry, est-ce que tu peux analyser BioGaia? C'est une question d'un abonné Top Premium. Je rappelle que toutes les informations par rapport au Top Premium seront disponibles au mois de mars 2026. LOL. Bref, allons-y rapidement de manière générale. Rappelez-vous, pour les anciens, on a passé ici la période d'ouverture du Top Premium Infinity. C'est terminé maintenant. Les prochaines ouvertures, ça sera uniquement au mois de mars. Maintenant, dans le Top Premium Infinity, il y a quelqu'un qui me pose la question de savoir, et je ne réponds pas essentiellement à toutes les questions de manière vidéo, en vidéo sur YouTube. Certes, la plupart des questions ici, je lui réponds directement en privé. Et donc, vous voyez, quand il me pose les questions quantitatives sur BioGaia, je ne connais pas cette compagnie. OK? Dans l'ancien monde, j'aurais pris, bien sûr que j'aurais accepté la mission, mais j'aurais pris les éléments quantitatifs, etc., boum, 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 et j'aurais dit, ça pourrait être une entreprise intéressante ou pas, aller regarder en profondeur. Dans le nouveau monde, donc depuis l'avènement de l'IA en 2022, on se pose également des questions d'ordre qualitatif. Vous savez que le quantitatif, c'est le quantitatif. L'analyse fondamentale, c'est le quantitatif plus le qualitatif. Les deux sont indissociables. Le quantitatif présente les chiffres, le qualitatif fait parler les chiffres. Essayons de faire parler les chiffres avant d'aller regarder les chiffres de cette compagnie. On va rapidement ici. Alors, dans mon prompt appelé Top Invest Score Checklist version 1.0, techniquement, on est au-delà de la version 1.0 parce que j'ai eu tendance à le modifier dernièrement. Ici, j'ai utilisé Gemini en mode rapide. Et donc, quand je dis mode rapide, ici, le mode rapide, c'est essentiellement vous donner la réponse instantanée. D'accord? Mais je préfère le mode raisonnement. Donc, on peut avoir des coquilles. Mais de manière générale, ce qu'on recherche ici, c'est de savoir est-ce que c'est une entreprise sur laquelle on aimerait investir sur les 10 prochaines années si le marché fermait. Ça veut également dire que est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Ici, 3 réponses. Non, oui, peut-être. Ici, il me répond oui. Pourquoi? Avantage concurrentiel fort et durable, basé sur une propriété intellectuelle et des preuves cliniques, plus de 250, créer ici une barrière à l'entrée. Attention, vu que je sais qu'on est dans quel secteur de manière générale ici, alimentaire, probiotique, principalement souche brevetée, donc nous avons une entreprise ici qui est dans la biotech de manière générale. En Europe ici, ça c'est la taille du marché, enfin pas la taille du marché, mais l'échelle. Globalement, ils sont en Europe et en Amérique du Nord, donc on a encore un potentiel de croissance en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Ici, est-ce qu'on dépend d'un client? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a un potentiel de croissance? Le marché mondial probiotique, blablabla, blablabla, est en croissance séculaire. Vision sur 10 ans ici, se concentrer sur l'expansion de la portée géographique en Asie, en Amérique latine et sur le développement de nouvelles applications cliniques de L-Reuteri, donc qui est la base ici, qui est la formule de base, enfin, la souche brevetée de base, ok, ici. Ce qui veut dire que ça, si c'est à partir de cet élément-là qu'ils font énormément d'argent, d'accord, on va aller regarder pourquoi il n'y a pas de compétition, pourquoi il y a très peu de compétition. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, il y a de la compétition. Comme par exemple ici, où est-ce qu'on l'a mentionné? Voilà. Donc, certes, ils sont leaders, ou parmi les leaders connus, mais il y a des concurrents qui sont là. OK? Toujours un marché est généralement concurrentiel. Même si vous avez le first mover advantage, il y aura toujours des gens, surtout si vous avez des marges élevées, il y aura toujours des personnes qui vont se dire « Ah, tes marges représentent une opportunité pour moi. » Maintenant, ce qui est important pour nous, c'est qu'on veut savoir est-ce que c'est une entreprise qui peut avoir un pricing power de manière générale. La question, le premier niveau de pricing power ici, c'est comment on appelle ça? C'est le maintien des marges brutes. Donc ici, est-ce qu'on a un pricing power? Pour voir une fixation des prix, la réponse sera oui, parce qu'on a des marges de X2 entre 65 et 70%. OK? On voit également on a une forte participation des fondateurs et des cadres ici au niveau de l'entreprise. Donc, les intérêts pourraient être alignés. Quand je dis ici, il me mentionne que les intérêts sont alignés. Mais moi, je dis toujours les intérêts pourraient être alignés parce qu'on veut toujours faire une double vérification. Donc, comme nous avons cette compagnie ici, on se dit, ça pourrait être intéressant. Si je n'ai pas regardé les chiffres ici, c'est beau à voir. N'est-ce pas? Donc, ici, passons à l'analyse quantitative. Et je rappelle que si vous êtes sérieux dans vos processus d'apprentissage en matière ici d'analyse d'entreprise avec l'IA, je pense également que vous devez savoir poser les bonnes questions. C'est la raison pour laquelle, en description de cette vidéo, vous avez un lien qui s'appelle Investir avec l'IA. Je vous laisse aller voir ce qui se trouve dessus. OK? On a plusieurs prompts ou bien plusieurs agents IA qui répondent à différentes questions dépendamment des niveaux d'évaluation. CEO, opérationnel, croissance, etc. Bref, je vous laisse aller voir ça en description de la vidéo. Nous, ici, aujourd'hui, on se rend compte que, l'agent IA nous dit, Thierry, je pense que cette compagnie, ça pourrait être intéressant pour toi aller regarder en profondeur. OK,
Mais moi, avant de regarder en profondeur, j'aime bien regarder les chiffres. Croissance ou stabilité des revenus. Qu'est-ce qu'on remarque? Checkmark, croissance des revenus. Mais ici, la question qu'on se pose également, c'est est-ce que nous avons une croissance par acquisition ou bien de manière organique? On préfère la croissance par acquisition parce que organique, c'est une croissance qu'on a payée. Ici, on a un mix des deux. Pourquoi je dis qu'on a un mix des deux? Parce que regardez, on a une croissance ici, on a une acquisition en 2022 et vous voyez qu'à partir de 2022, ici, boum, on a un spike. Donc, je sais que c'est un mix des deux, mais majoritairement, c'est une croissance organique. On aime ça. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'elle est au moins stable ou croissante dans le temps? Sur les 10 dernières années, elle est plutôt stable. On ne va pas se dire non, ça a baissé 75%, 72%, c'est la même chose. La marge brute, ce n'est pas une ligne droite. OK? Donc, plus ou moins 20% de différence, ça ne me dérange pas du tout. OK? Enfin, et encore, je suis juste là pour constater. On a une marge brute qui est plutôt stable. Ensuite, on ne peut pas parler de la marge brute stable sans vérifier. La marge EBITDA est également stable. Marge EBITDA ici dans la même période, disons que lui, elle, par contre, souffre plus. Et maintenant, la question n'est pas de savoir si la marge EBITDA souffre plus que la marge brute sans toutefois regarder qu'est-ce qui pourrait impacter la marge EBITDA. Enfin, la question n'est plus de savoir. Je dis ici que vraiment, la question qui devrait vous intéresser, c'est pourquoi. OK? Le pourquoi ici est plus important que tout. Et maintenant, au niveau du pourquoi, si la recherche, on doit regarder au niveau des dépenses opérationnelles. Au niveau des dépenses opérationnelles, on doit se poser la question de savoir est-ce que c'est fait partie des coûts variables ou bien des coûts fixes. Un coût variable, on peut potentiellement l'annuler demain matin. Par exemple, la recherche de développement, c'est un coût variable dans le secteur des biotech. Enfin, il est variable, mais jusqu'à quel point? Point d'interrogation. C'est pour ça qu'il faut toujours regarder R&D représente combien en termes de dépenses, en termes de revenus? 20%, 10% dans le secteur d'activité, c'est combien? Comme je l'ai toujours dit, les analyses quantitatives, le plus important, c'est le raisonnement qui nous amène à la conclusion. On s'en fout du prix. Parce que le prix, en fait, il peut avoir tendance... est-ce que c'est sous-évalué ou pas du tout? En fait, ça, c'est la partie la moins importante, c'est la partie la plus facile, tout simplement parce que, techniquement, tant que vous ne comprenez pas ce qu'elle fait, les opportunités de croissance, ainsi que les risques, vous ne pouvez pas déterminer avec certitude qu'une entreprise, et encore la certitude, c'est entre parenthèses, qu'une entreprise est sous-évaluée. D'accord? Donc, je vois ici qu'on a une pression au niveau des marges EBITDA. Ma deuxième question serait de savoir pourquoi. Si c'est parce qu'on investit beaucoup en recherche et développement ou bien en marketing, ce sont des coûts variables. Mais maintenant, si c'est recherche et développement, est-ce qu'on investit plus que les autres ou bien moins que les autres? Comme je l'ai toujours regardé Novo Nordisk, elle a toujours moins investi en R&D que Eli Lilly. Ça ne veut pas forcément dire que parce que vous investissez plus que vous trouvez plus. Non, pas du tout. OK? Parfois, il y a des compagnies dans l'histoire ici qui ont investi très peu, qui ont trouvé des formules ici qui leur permettaient de mettre sur le marché des médicaments qu'on appelle des blockbusters. Et n'oubliez pas qu'un médicament, quand il est sur le marché, il faut une force de vente qui vient avec. Oui, on a besoin de personnes. Si vous savez vendre dans la vie, je pense que vous n'avez pas besoin de diplôme. OK? Il y aura toujours quelqu'un qui va aller voir, je ne sais pas moi, une pharmacie pour te dire ah, voilà le médicament que j'ai ici, voici ce qu'il a voici à peu près ce qu'on a eu comme résultat, etc. On a été approuvé par l'organisme de régulation, machin truc. Ce médicament-là, si tu l'utilises, il te coûte ce prix-ci et il permet de répondre à tel niveau de pathologie, machin truc. Il est facile à utiliser. Bref. Il est là pour t'éduquer. C'est un vendeur de manière générale. Mais il ne vend pas des médicaments qui ne servent à rien. Il essaie de vendre essentiellement des médicaments qui ont été approuvés par monsieur le régulateur. OK. Une fois qu'on sait ça, on sait que les bidons, on doit aller vérifier de manière générale. On va se dire ici que ça, c'est une période exceptionnelle. Mais ce n'est jamais arrivé ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a très longtemps, on a eu à peu près une variation pareille avant une remontée. Donc, on voudrait savoir pourquoi est-ce qu'on est à ce niveau-là. Nombre d'actions augmente ou diminue? Boum! Après l'acquisition, on a une augmentation du nombre d'actions. Attention, c'est en monnaie ici suédoise. Vous savez, Thierry parle pendant très très longtemps, etc. Je sais que ce genre de vidéo ne va pas vous intéresser parce que vous ne connaissez pas la compagnie. OK? Mais nous ici, on est là pour analyser n'importe quelle entreprise parce que ce qui nous intéresse, c'est avant tout le questionnement derrière ces différentes entreprises-là. On parle du questionnement ici par rapport au secteur d'activité et à l'industrie. Maintenant, en termes de free cash flow, parce qu'on peut avoir ici des net income moins élevés, mais des free cash flow plus élevés. On est plutôt... attention, je n'ai même pas regardé les net income. Si je les mets sur le même graphique, je fais ça, je ferme ça, on les met ici, ça représente quoi? Net income et free cash flow parlent le même langage. On pourrait également voir ici que parce que les bidas diminuent, on a ce niveau de pression-ci. OK. Donc, le constat pour quelqu'un qui va aller lire les rapports financiers, c'est de savoir pourquoi est-ce que c'est aussi bas. Mais déjà, à ce niveau, ça peut être intéressant à voir en watchlist. Et moi, personnellement, si j'adorais les biotech, j'allais l'ajouter en watchlist. OK? Bon, c'est ma watchlist. OK? Donc, je fais volontairement ici le choix de ne pas mettre n'importe quelle toutes les entreprises du monde à l'intérieur. Mais BioGaia,
pourrait mériter une place à l'intérieur. Je dis bien, parce qu'on a des entreprises qui ont des marges bien moins élevées, des perspectives de croissance bien moins intéressantes que ça, dans ma watchlist à moi. OK? Donc, BioGaia mérite sa place à partir d'aujourd'hui, ici. Mais je vais pas juste l'ajouter ici. D'accord? Mais vous pouvez le faire de vos côtés si ça vous intéresse. Debt net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient ici de manière générale? Debt net sur EBITDA, on a quoi? Non. Oh là là. Debt net sur EBITDA, je vais la prendre ici en yearly. Malheureusement, c'est une compagnie européenne. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est une entreprise qui n'a pas de dette. Elle a plutôt du cash net. Parce que quand on prend dette net ici, qu'est-ce qu'on obtient? On a moins 700 millions ici en monnaie suédoise, parce que couronne suédoise ou quoi que ce soit, restons tranquilles, parce que je m'emballe souvent avec ce niveau de monnaie, ces monnaies-là. Parce que moi, je fonctionne essentiellement ici avec des entités nord-américaines, Canada, États-Unis, c'est mon marché de prédilection de manière générale. Donc, quand on doit quitter du Canada pour aller au Danemark, pour retourner au Japon et ensuite partir en Suisse, comprenez que je peux avoir tendance ici à bugger un tout petit peu au niveau des monnaies. OK? Encore que c'est même un marché sur lequel je n'investis pas souvent, ou bien je n'ai jamais investi, mais c'est un marché sur lequel il y a énormément de belles entités. En Suède, ils ont de très bonnes entreprises. Et je pense qu'ils sont éligibles au PEA, pour ceux qui recherchent ce type d'entité-là. Bref, combien de fois c'est une entreprise ici qui est... est-ce qu'on pourrait dire qu'elle est mature? J'ai un autre prompt pour ça, mais disons que oui. OK? C'est une entreprise qui pourrait se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. Mais attention, on parle de la biotech. 20 et 25 fois les bénéfices, c'est quand vous êtes encore en croissance. Tôt ou tard, il y aura une... Voilà. S'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché, tôt ou tard, le marché va avoir tendance à revenir au niveau de la moyenne. Et la moyenne, c'est 15 fois les bénéfices. OK? Pour moi, maintenant, pour quelqu'un qui aimerait acheter du BioGaia, je dirais, attendons le 15 fois les bénéfices. Mais maintenant, 15 fois les bénéfices, on fait simple, c'est une entité qui n'est pas endettée. En termes de bénéfices nets opérationnels, ce qui veut dire ici que ce sont des bénéfices ajustés de certains éléments, ce sont les free cash flow ajustés de certains éléments ici. Donc, on pourrait se dire ceci. C'est une entreprise qu'on pourrait payer, disons, 70% du temps ici, ils font de bonnes prévisions, les analystes. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la croissance à venir. Oui, ils ont le gros dividende, etc. Mais je dis une chose, le dividende ici n'est pas durable. OK? Il aura tendance à fluctuer. Parce que là, on distribue le dividende avec quoi? Les free cash flow. Et les free cash flow ici ils payent plus que ce qu'ils ne rapportent. Mais c'est normal parce qu'ils avaient énormément de cash. Et un cash qui est de plus en plus réduit. Parce que vous avez vu la tendance du cash ici tout à l'heure. Oui ou non? J'espère que vous êtes attentifs, les amis. Parce que tout est lié. Regardez. Dette net sur EBITDA. On a quoi? Dette net sur EBITDA. À partir de 2024 ici, on a de moins en moins de cash net. Qu'est-ce qui se passe au niveau du dividende? On distribue un dividende de plus en plus élevé. Et donc ici, c'est un dividende exceptionnel. Ce qui veut dire que si toi, tu veux acheter cette compagnie parce que tu as vu le dividende, non, dis-toi que le dividende va être divisé. Il sera aux alentours, et ça c'est mon avis, aux alentours des 2, voilà, tu l'auras à peu près 2% de rendement, on va le dire comme ça. OK, par rapport au free cash flow. Maintenant, si on se base sur les bénéfices nets ajustés ici, on va se dire que c'est une compagnie qui est correctement évaluée. Attention, parce que j'allais prendre entre 20 et 15 fois, hein. Donc, disons qu'on va prendre une quinzaine de fois ici. On va faire simple. Hein. Et je suis assez conservateur ici. Idéalement, et ça, c'est mon avis, j'aimerais l'avoir aux alentours ici de 70 couronnes suédoises. D'accord? Ça, c'est mon prix. Mais maintenant, celui qui décide de l'acheter, c'est parce qu'il pense qu'on aura une croissance de plus en plus élevée. On vous a parlé de croissance séculaire ici. Rappelez-vous, ici, on a parlé de croissance séculaire. Et là, j'ai uniquement utilisé la version rapide. Parce que la version raisonnée peut aller un peu plus loin que ça. Et ça, c'est un prompt de niveau 1. OK? De niveau 1. Et encore une fois, je le rappelle, pour ceux qui sont intéressés ici par nos agents IA, je rappelle ici que la version de base, donc le bundle de base, la formule de base, vous avez au moins 5 prompts. 2 qui parlent d'éléments quantitatifs et qualitatifs, 2 qui parlent du CEO de manière générale, de manière approfondie, 1 qui parle ici, disons même un qui parle ici d'analyse de finances personnelles, dépendamment ici de vos zones géographiques. On vous pose un ensemble de questions pour voir si vous pouvez atteindre vos objectifs financiers, dépendamment ici de tous les paramètres que vous avez tantôt énumérés, suivant le questionnement. Bref, n'allons pas plus loin que ça. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo.
ici avec l'IA, vous suivez le lien, vous venez, on en parle. OK? Maintenant, c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist, etc., qui peut être intéressante au prix actuel. On peut se limiter là. Quelqu'un aimerait que je mentionne, oh non, c'est sous-évalué ou pas du tout. En fait, je ne peux pas dire ici que cette compagnie est surévaluée, tout simplement parce qu'on a des relais de croissance. Ça reste encore une croissance qui paraît cyclique de manière générale ici, mais je pense que ça dépend de la rentrée, du fait qu'on rentre sur le nouveau territoire ou ce genre de choses-là. Parce qu'il faut la force de vente qui vient avec. OK? C'est pour ça que les compagnies, les petites biotech ont tendance à faire des partenariats ici avec des entreprises qui ont une force de vente déjà établie. Regardez par exemple une entreprise comme Regeneron. Regeneron, si vous prenez une compagnie qu'on appelle Sanofi, le médicament phare de Sanofi qu'on appelle le Dupixent, je dis bien, le médicament phare de Sanofi qu'on appelle le Dupixent, en fait, c'est développé. OK? Sauf que la force de vente présentement, c'est Sanofi. Donc, vous pouvez voir ici que Regeneron, et j'espère que c'est ça, Dupixent, développé conjointement avec Regeneron. Et donc, vous allez vous dire ici que Regeneron ne reçoit que des royalties et elle n'a pas besoin d'investir dans la force de vente. C'est la raison pour laquelle les majors pharmaceutiques ont encore pignon sur rue en date d'aujourd'hui. Ne parlons pas pendant très, très longtemps. Je dis une chose. Si vous avez des questions, d'accord, vous avez ici le groupe School. D'accord, dans le groupe School, j'ai partagé énormément de notes d'analyse sectorielles sur certaines entreprises qui ne sont pas encore sorties. Vous voyez ça en graphe. On va parler de Nextera, Constellation, etc. À chaque fois que j'aurai tendance à faire une note d'analyse sur une entreprise en particulier, après la lecture des rapports financiers, des coûts de conférence call, pour faire ici ma note d'analyse sectorielle qui est uniquement disponible pour les abonnés du Top Premium Infinity. Je rappelle encore une fois que si tu es intéressé par le Top Premium Infinity, on se donne rendez-vous au mois de mars 2026. Mais entre-temps, ici, tu peux me poser des questions quantitatives et tu peux recevoir à peu près les notes d'analyse ici sur les entreprises sur lesquelles je me suis basé pour faire à peu près une analyse quantitative. OK? Majoritairement sur la chaîne YouTube parce que je n'ai pas envie de lire catalyseur, machin, truc. Non. Ici, la note d'analyse, c'est 3 points. Positif, négatif et qu'est-ce qu'il faut surveiller sur telle ou telle entreprise. OK? De toute façon, on va avoir tendance à reparler. Parce que là, tu regardes peut-être la vidéo, je ne sais pas à quelle période. Si tu la regardes en date d'aujourd'hui, ça veut dire que je n'ai pas encore parlé de Nextera, Constellation, Dominion, etc. Mais au courant de la semaine, disons le 8 du mois de décembre, toutes ces entreprises-là sont à l'ordre du jour. Bref, tu vas aller plus loin. Toutes les informations sont en description de la vidéo. À la fin, ici, BioGaia, c'est une entreprise que moi, je découvre. Et si je la découvre ici, je pense que le prix actuel, pour moi, c'est intéressant. Maintenant, ça va dépendre de la croissance à venir. Taille du marché, concurrent, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'ils proposent, pourquoi est-ce que c'est mieux pour nous. Bref, vous connaissez la chanson. Merci. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui veulent soutenir la chaîne, tout est en description de la vidéo. Merci, au revoir.